Bonjour à tous et bienvenue dans le cours numéro 3 de l'électromagnétisme dans lequel on va traiter les milieux aimantés. Donc ce cours est exactement analogue au cours qu'on vient de terminer, c'est-à-dire les milieux diélectriques. Je rappelle ce qu'on a fait dans les milieux diélectriques. Donc le but de ce chapitre, c'était de comprendre comment se comporte la matière lorsqu'elle est placée dans un champ électrique. Et nous avons vu que lorsqu'on place la matière dans un champ électrique, il apparaît des dipôles électriques induits ou bien une orientation de moments dipolaires existants. Ces moments dipolaires créent ce qu'on appelle une polarisation, et cette polarisation, on a montré qu'elle est équivalente à des densités de charge, qui est source de champ électrique. Une fois qu'on a déterminé les densités de charge équivalentes, le problème devient un problème d'électrostatique du vide, c'est-à-dire déterminer les propriétés de la matière placée dans un champ électrique revient à déterminer quel est le champ électrique et le potentiel scalaire créé par les densités de charge équivalentes. Donc vous allez voir qu'il y a une analogie parfaite lorsqu'on remplace le champ électrique par le champ magnétique. Donc on va voir que la matière placée dans un champ magnétique va aussi être polarisée. Et dans ce cas, on va l'appeler va être aimantée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'effet d'un champ magnétique, c'est de créer des moments dipolaires ou d'orienter des moments dipolaires existants. Sauf que dans ce cas, ce ne sera pas des moments dipolaires électriques, mais bien sûr des moments dipolaires, des dipôles magnétiques. Donc ce sera création de dipôles magnétiques induits ou orientation de dipôles magnétiques existants. Et donc, on va définir une densité de ce dipôle magnétique ou de ce moment dipolaire, de ces dipôles magnétiques, par une polarisation, qu'on va appeler tout simplement dans notre cas une aimantation. Ensuite, on va montrer que cette aimantation est équivalente à des courants électriques, qui sont les sources du champ magnétique. Une fois que nous allons déterminer la densité de courant ou équivalente à cette aimantation, le problème va devenir un problème de magnétostatique du vide. Autrement dit, calculer ou déterminer les propriétés magnétiques d'un matériau placé dans un champ magnétique revient à calculer les propriétés magnétiques, c'est-à-dire champ magnétique, potentiel vecteur, créés par les courants équivalents à cette aimantation. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une analogie exactement parfaite entre les deux chapitres. D'ailleurs, plusieurs résultats, je vais les énoncer par analogie avec ceux que nous avons déterminés dans le cas des milieux diélectriques. Donc ce chapitre aussi, je vais le partager en deux parties. Et on va démarrer la première partie. Bien, comme dans le cas des diélectriques, on va commencer par une expérience simple. Prenons un solénoïde vide, bien sûr parcouru par un courant électrique. À l'intérieur du solénoïde, vous avez un champ magnétique uniforme. Bien, on va essayer de placer la matière dans ce champ magnétique, comme ce qu'on a fait dans les diélectriques. On met un diélectrique au sein d'un condensateur. Et vous savez que le rôle que joue le condensateur pour les milieux électriques, il est joué par la bobine pour les milieux magnétiques. Donc une bobine permet d'emmagasiner de l'énergie magnétique. Et qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on met la matière dans un champ magnétique? On remarque que le champ magnétique à l'intérieur de la bobine change. Au lieu d'être B qu'on avait dans le vide, il devient B', qui est B plus un champ que j'ai noté pour le moment B indice M. Ça signifie quoi? Ça signifie que le placement, ou bien si on met de la matière dans un champ magnétique, cette matière-là perturbe le champ magnétique existant par la création d'un champ magnétique supplémentaire. Donc la matière placée dans un champ magnétique devient source du magnétisme et elle crée un champ magnétique qu'on note pour le moment B indice M. Et tout l'objectif de ce chapitre, bien sûr, c'est de comprendre l'origine de ce champ magnétique et comment le déterminer. Donc la matière, on va dire dans notre cas que la matière est polarisée. Donc au lieu de parler de la matière polarisée, dans ce cas,
on va dire que la matière, elle est aimantée. C'est-à-dire, elle-même devient source d'un champ magnétique. Donc, on va essayer d'étudier l'origine de ce champ magnétique et ses propriétés. Bien. Avant de démarrer, de comprendre l'origine de ses propriétés, nous avons vu que le rôle que jouait le dipôle électrique pour les propriétés électriques, il est primordial. Donc, c'est la base. L'interaction de la matière avec un champ électrique se réduit à la création de dipôles électriques induits ou orientation de dipôles existants. Donc, ce sera exactement la même chose en magnétisme. Et donc, première étape, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est qu'un dipôle magnétique et comment se comporte un dipôle magnétique lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Rappelez-vous, un dipôle électrique, c'est deux charges égales et opposées séparées par une faible distance. Un dipôle magnétique, ce sera tout simplement une boucle de courant, cette fois-ci de faible dimension, parcourue par un courant I. Donc l'origine du champ magnétique, c'est un courant électrique. Donc une petite sphère circulaire, c'est un dipôle magnétique. Une sphère carrée, c'est un dipôle magnétique. Donc c'est une boucle de faible dimension par rapport au point où vous voulez déterminer le champ magnétique. Donc voilà ce qu'on appelle un dipôle magnétique. Chaque dipôle est caractérisé par son moment. Donc je rappelle le moment dipolaire électrique, c'est la charge fois le déplacement. Bien sûr, le rôle que joue la charge ici, ce sera le courant. Et au lieu de parler de la distance entre les charges, là on va parler de la surface entourée par le courant. Et donc le moment dipolaire, ce sera le courant fois la surface entourée par la sphère circulaire. On va essayer de le déterminer. Donc par définition, le moment dipolaire, c'est 1 demi I fois D de S. Donc R', c'est ce vecteur vectoriel D de R. Donc vous voyez, ce R' vectoriel D de R, ça va vous donner la surface d'un carré. Si le circuit est filiforme, plan, et si le courant est constant, d'ailleurs on va travailler souvent avec des courants constants, ce moment dipolaire magnétique se réduit tout simplement à I fois la surface. Bon, petit calcul, on sort le I et devient I sur 2. Donc là c'est I sur 2. Et R' vectoriel D de R', vous voyez, c'est la moitié de la surface d'un rectangle, c'est 2 fois S. Et je simplifie par 2, et l'intégrale D de S, ça vous donne le vecteur S. Donc le moment magnétique, c'est I fois S. Donc, par analogie avec le moment dipolaire électrique, c'est la charge fois le déplacement. Là, le moment dipolaire magnétique, c'est le courant fois la surface entourée par la spire. Voilà. Donc vous aurez comment maintenant est déterminée la direction du moment, ou bien qu'est-ce qui fixe la direction du moment magnétique? C'est le sens du courant. Si le courant tourne dans ce sens-là, vous faites la règle du turbo-champ. La normale, ce sera vers le haut, et donc le moment magnétique est dirigé vers le haut. Si le courant tourne dans la spire dans le sens inverse, la normale, ce sera vers le bas, c'est-à-dire le vecteur S, ce sera vers le bas, et donc le moment magnétique est vers le bas. Donc c'est le sens du courant qui détermine là le sens du moment magnétique M. Sinon, lui, il est toujours perpendiculaire à la surface de la spire. Donc, toujours perpendiculaire à la surface. Donc, le vecteur D de S, c'est toujours perpendiculaire à la surface entourée par le courant. Maintenant, est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas? C'est le sens du courant qui vous donne le sens de M. Bien. Donc, M est orienté par rapport au sens du courant. Bien. Donc, voilà, on a défini ce que c'est qu'un dipôle magnétique. Ce que c'est qu'un moment dipolaire, donc un moment dipolaire magnétique, et un moment dipolaire, on associe bien sûr ce que c'est qu'un dipôle magnétique, bien sûr, et son moment magnétique. Maintenant, comment se comporte ce dipôle magnétique lorsqu'il est placé dans un champ magnétique? Et là, on pourrait énoncer directement le résultat par analogie avec l'électrostatique, mais je vais essayer de donner une légère démonstration. Prenons une spire carrée placée dans un champ magnétique qu'on suppose constant ici. Voilà B extérieur, elle est dans ce sens-là. D'accord? Donc voilà, bon, bien, N, la normale à la surface de la boucle, et on tourne la boucle d'un angle θ. Donc on fait tourner la boucle d'un angle θ. Au départ, elle était parallèle au champ. On fait tourner la boucle d'un angle θ. Et on verra quelle est la force qui s'exerce sur ce dipôle magnétique. Donc là, c'est un dipôle magnétique parce que c'est une spire parcourue par un courant électrique.
Donc on a vu dans le cas de l'électrostatique que la force qui s'exerce sur un dipôle électrique placé dans un champ uniforme, elle est nulle. Exactement la même chose. Si je calcule la résultante des forces qui s'exercent sur l'ensemble de cette spire, donc je rappelle que la force qui s'exerce sur un élément de courant ID de L, c'est ID de L vectoriel P. Ensuite, on va intégrer sur toute la spire. Comme le champ est constant, je peux le sortir de l'intégrale. Et la circulation d'un vecteur D de L suivant une courbe fermée, partez de là, vous ajoutez D de L jusque là, il va vous donner bien sûr le vecteur nul. Donc ça c'est égal à 0. C'est ça qui est nul. L'intégrale D de L de vecteur A, c'est du vecteur D de L suivant une courbe fermée, elle est nulle. Donc la force elle est nulle. Bien, maintenant vous voyez que la somme de cette force F3 plus F4 elle est nulle parce que la somme de deux forces égales et opposées. Là aussi, deux forces égales et opposées. Mais ces deux forces-là vont exercer ce qu'on appelle un couple. Vous voyez bien, c'est un couple de forces qui va essayer d'orienter le dipôle magnétique, d'accord, par rapport au champ magnétique. Donc on va essayer de calculer le couple de ce dipôle, le moment de ce couple de forces. Donc moment de force, pour F1 F3, leur somme égale à 0 et il n'exerce aucun couple sur le spire carré. Par contre, F3, F2 et F4, vous voyez bien, c'est un couple de force. Et le moment d'un couple, c'est la distance entre les deux droites d'action des forces, multiplié vectoriel, la force F. Et le moment de ce couple, c'est R vectoriel F. D'accord? Donc c'est R vectoriel F. Je remplace F par sa valeur, c'est I fois L vectoriel B. Et en changeant l'ordre des produits vectoriels, on montre tout simplement facilement que c'est égal à IS vectoriel B. Et on trouve IS, c'est le moment dipolaire magnétique que je notais ici mu. Donc c'est mu vectoriel B. Donc je vous rappelle que le couple qui s'exerce sur un dipôle électrique, c'est P vectoriel E. Et vous voyez qu'il y a une analogie parfaite. Donc à la place du moment dipolaire électrique, il suffit de mettre le dipôle magnétique. À la place du champ électrique, bien sûr, vous avez le champ magnétique. Donc, un dipôle magnétique, placé dans un champ constant. Là, aucune force ne s'exerce sur ce dipôle. Par contre, vous avez un couple de forces qui tend à orienter le dipôle parallèlement au champ magnétique, exactement la même chose qui se passe dans le cas du dipôle électrique. Bien. Maintenant, on va essayer de calculer, de déterminer le champ magnétique créé par un dipôle magnétique. Donc, un dipôle magnétique, c'est une boucle de courant, et un courant crée un champ magnétique. Donc, nous avons déterminé le champ magnétique, le champ électrique créé par un dipôle électrique, et on va essayer de faire la même chose par analogie avec l'électrostatique. Rappelons que le potentiel électrique créé par un dipôle électrique en un point situé à une distance R du dipôle, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, P scalaire R sur R3. Un dipôle électrique crée un potentiel électrique. Un dipôle magnétique va créer quoi? Va créer un potentiel vecteur, qu'on va déterminer par analogie. Donc pour passer des équations de l'électrostatique à la magnétostatique, toujours remplacer 1 sur epsilon 0 par mu 0. Donc vous aurez mu 0 sur 4 pi. Je remplace le moment dipolaire électrique par le moment dipolaire magnétique. Le reste est exactement le même. Ça c'est un scalaire, vous avez un produit scalaire. Ça c'est un vecteur, il faut mettre un produit vectoriel. Donc voilà le potentiel vecteur. Bien sûr c'est par analogie. Bon, il existe des démonstrations mais ça n'ajoute pas grand chose au cours. Donc voilà le dipôle magnétique, c'est mu 0 sur 4 pi M vectoriel R sur R3. Le potentiel vecteur, créé par un dipôle magnétique en un point M quelconque de l'espace. Eh bien, le potentiel vecteur se déduit, le champ magnétique, se déduit facilement par B égale rotationnelle de A. Donc, vous prenez A égale mu 0 sur 4 pi M suivant K, R, vous le prenez R suivant ER, vous travaillez en coordonnées sphériques, prenez l'expression de rotationnelle en coordonnées sphériques et vous allez trouver facilement que B possède trois composantes, B de R, B de θ, B de φ égale à 0. Je rappelle les composantes du champ électrique créé par un dipôle électrique, et vous voyez bien l'analogie. Donc 2 sur 4, c'est la même chose. P, à la place du moment dipolaire électrique, vous avez le moment dipolaire magnétique, que j'ai noté ici M.
à la place de P, donc 2 cosinus θ, la même chose. À la place de 1 sur epsilon 0, vous avez mu 0, et P sinus θ, vous avez M sinus θ. Donc vous avez exactement les mêmes expressions. D'accord? Donc je rappelle, pour retrouver ces expressions, il suffit de prendre rotationnel en coordonnées sphériques, l'appliquer, et d'ailleurs je vous conseille de le faire comme petit exercice, d'appliquer rotationnel à cette expression, et vous allez trouver facilement ces formules-là. Donc moment dipolaire, bien sûr, c'est le courant fois la surface, là c'est la charge fois le déplacement. Donc voilà le premier point, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un dipôle magnétique, c'est quoi l'expression du moment dipolaire magnétique et quel est le champ créé par un dipôle magnétique. Bien, et comment se comporte bien sûr un dipôle magnétique dans un champ magnétique. Donc nous avons vu qu'un dipôle, il se met un couple de force et ce couple tend à orienter le dipôle magnétique dans la direction du champ appliqué. Bon, pour comprendre qu'il y a une analogie parfaite, j'ai tracé ici les lignes du champ d'un dipôle magnétique et les lignes du champ d'un dipôle électrique. Vous voyez bien à l'extérieur du dipôle, bon le dipôle bien sûr, il est là, donc vous avez ici une charge positive et une charge négative, et là vous avez une boucle de courant, une sphère circulaire. D'accord? Ici une sphère circulaire qui tourne dans ce sens-là. Et à l'extérieur, vous voyez bien les lignes de champ sont parfaitement analogues. Du moment que les expressions du champ électrique et du champ magnétique sont exactement analogues, c'est normal de trouver que les lignes du champ à l'extérieur du dipôle sont les mêmes, que ce soit pour les dipôles électriques ou les dipôles magnétiques. Donc voilà le dipôle électrique, le dipôle magnétique qui crée ces lignes de champ. Donc c'est tout simplement les lignes du champ d'une sphère circulaire. Bien. Donc voilà le premier point qu'il faut comprendre. Donc la notion de dipôle magnétique, comment se comporte dans un champ magnétique et quel est le champ magnétique créé par un dipôle magnétique. Maintenant, on va définir l'équivalent de la polarisation électrique, ce qu'on appelle le vecteur aimantation pour les milieux magnétiques. Donc lorsqu'on place la matière dans un champ magnétique, chaque atome devient source secondaire du champ magnétique. D'accord ? Et le matériau devient le siège d'une aimantation. Exactement la même chose que pour les milieux diélectriques. On va voir que chaque atome, chaque molécule va se comporter comme un petit dipôle magnétique microscopique. On verra l'origine de ce dipôle magnétique dans la deuxième partie de ce chapitre. Et donc, dès que j'applique un champ magnétique, j'ai une distribution de dipôles magnétiques. Et la distribution de ces dipôles magnétiques, on va les caractériser par ce qu'on appelle le vecteur aimantation. Je répète, l'origine microscopique de cette aimantation, c'est-à-dire de ce dipôle magnétique qui apparaissent dans la matière, on va l'étudier dans la deuxième partie de ce chapitre. Pour le moment, on va admettre que lorsqu'on place la matière dans un champ magnétique, sur chaque élément de volume, vous avez apparition d'un moment dipolaire magnétique D2M. Donc l'origine de ce moment, on va la traiter dans la deuxième partie de ce chapitre. Donc sur chaque élément de volume D2, il y a apparition d'un moment dipolaire D2M, et on va définir l'aimantation de la même manière qu'on a défini la polarisation, c'est la densité de ce dipôle. Donc le moment dipolaire magnétique par unité de volume. Bien. Quelle est l'unité de cette aimantation? Donc le moment magnétique, c'est un courant fois la surface, donc ampère fois mètre carré divisé par mètre cube, donc ça vous donne ampère par mètre. Ampère par mètre, c'est la densité, c'est l'unité de quoi? C'est la dimension de quoi? C'est la dimension d'une densité de courant. Courant par unité de longueur. Et donc, comme pour les diélectriques, encore une fois, on va montrer que l'aimantation va être exactement équivalente à des densités de courant. Une fois qu'on a fait cette étape, le problème devient un problème de magnétostatique du vide. Déterminer le champ créé par la matière aimantée revient à calculer le champ créé par les courants d'aimantation équivalente à cette aimantation. Bien. Comme ce qu'on a fait pour les diélectriques, on va faire deux méthodes. D'abord, on va déterminer le champ magnétique à partir du potentiel vecteur. Donc on va déterminer le potentiel vecteur créé par ce matériau lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Or, on vient de montrer qu'un moment dipolaire D2M crée un potentiel vecteur qui est donné par mu0 sur 4pi D2M vectoriel R sur R3.
D'accord? Ce moment dipolaire va créer un potentiel vecteur D de A. En intégrant sur l'ensemble du matériau, bien sûr, le potentiel vecteur, ce sera l'intégrale sur tout le volume du matériau fois mu0 sur 4pi m vectoriel R sur R3 fois D de taux. Cas particulier très intéressant, cas où l'aimantation est uniforme. Bien, si l'aimantation est uniforme, je peux sortir m de l'intégrale. Ici, je peux sortir mu0 m carrément. Et là, vous voyez que R vectoriel R fois D de taux sur 4pi R3, ça ressemble à l'intégrale J que nous avons déjà vu dans le diélectrique. Pour faire exactement apparaître cette intégrale J, il faut diviser et multiplier par epsilon 0. Et ça, c'est exactement la fameuse intégrale J avec laquelle on a déjà travaillé dans les milieux diélectriques. Et qu'on a interprété comme étant quoi? Comme étant le champ électrique créé par le matériau supposé chargé avec ρ égale à 1. Vous voyez maintenant encore une fois l'intérêt de cette intégrale. Donc c'est une étape mathématique. Bien sûr, ici en magnétisme, le matériau ne contient pas de charge. Et pour simplifier, pour calculer cette intégrale, donc c'est juste une étape mathématique. On suppose que le matériau est chargé avec une charge fictive ρ égale à 1. Dans ce cas, cette expression devient exactement le champ électrique créé par un matériau chargé avec ρ égale à 1, qu'on peut calculer facilement par le théorème de Gauss. Connaissant J, on remplace J par sa valeur, on déduit le potentiel vecteur, et connaissant le potentiel vecteur, bien sûr, on peut déduire le champ magnétique par B égale la rotationnelle de A. Donc vous voyez le principe, et on va l'appliquer dans un exemple tout à l'heure. D'accord? Donc cette intégrale, c'est la même que celle que nous avons déjà traitée dans les premiers chapitres. Vu comme ça représente exactement le champ électrique. Je peux remplacer D de taux par D de Q si ρ égale à 1. D'accord? Donc une charge ρ égale à 1 distribuée de façon uniforme dans le volume du milieu aimanté. Bien. Maintenant, on va déterminer. Donc ça, c'est la première méthode qui permet de calculer le champ magnétique créé par la matière aimantée. Donc on l'utilise essentiellement lorsque l'aimantation est uniforme. D'accord? Lorsque l'aimantation est uniforme, on peut directement calculer le potentiel vecteur par cette expression. Et connaissant le potentiel vecteur, on peut déduire le champ magnétique. Deuxième méthode, c'est à partir des courants d'aimantation équivalentes. Et on va montrer justement que cette aimantation va être équivalente à une densité de courant. Prenons un cas, voilà, un matériau sous forme d'un cube qu'on va supposer aimanté suivant l'axe K. Donc K, il est dirigé vers le bas. Si l'aimantation est suivant K, l'aimantation c'est quoi? C'est un nombre de dipôles par unité de volume. Donc sur le matériau, c'est exactement le schéma, rappelez-vous, que j'ai représenté dans les milieux diélectriques. Chaque atome va être polarisé et donc chaque atome, je vais le représenter par un dipôle électrique. Là, chaque élément de volume, je vais le remplacer par un dipôle magnétique. Donc voilà, et si je tourne dans ce sens, là je vais avoir un petit dipôle magnétique, petit m, qui est suivant K. D'accord, petit m. La même chose ici, j'ai un dipôle magnétique, et puisque l'aimantation est uniforme, partout j'ai le même dipôle magnétique. Bien. Maintenant, essayons de voir ce qui se passe en volume. Donc vous voyez par exemple cet élément de volume, vous avez deux courants égaux et opposés, donc un courant nul. Je prends cet élément de volume, là aussi, deux courants égaux et opposés, partout. Hein, vous prenez n'importe quel élément de volume, vous avez deux courants égaux et opposés. Donc si M est uniforme, la densité de courant volumique, elle est nulle. Voilà le premier point. Voyons ce qui se passe en surface. Donc vous voyez bien ce courant va s'ajouter à celui-là, va s'ajouter à celui-là, s'ajoute à celui-là, et donc le courant se réduit à une spire circulaire. Donc vous aurez des densités de courant surfacique qui tournent autour du cube. D'accord? Et la valeur de cette densité de courant surfacique est donnée par M vectoriel N. Donc ça vous rappelle l'analogie charge surfacique, sigma, c'est P scalaire N. Là c'est un vecteur, c'est M vectoriel N. Et vous pouvez vérifier ici. Pour trouver une densité de courant dans ce sens, la normale bien sûr, elle est dans cette direction. L'aimantation est du suivant K. Vous faites celui-là vectoriel celui-là, ça va vous donner un vecteur dans ce sens-là. Et vous pouvez le vérifier pour les trois surfaces et montrer que cette formule est bien vérifiée. Donc si l'aimantation est uniforme, conclusion, pas de courant volumique,
mais une densité de courant surfacique qui est donnée par M vectoriel N. Mais souvent, pour le calcul de champ magnétique, on utilise des courants. Donc c'est quoi la relation entre le courant et la densité de courant surfacique? Et là, je vous le donne, la densité de courant surfacique, c'est le courant, même on l'appelle densité de courant surfacique, c'est un courant par unité de longueur. Mais c'est quoi cette longueur? Cette longueur, bon là, dans le cas général, c'est la longueur qui est perpendiculaire. Donc voilà la définition en fait de la densité de courant surfacique. C'est D de I sur D de L perpendiculaire. Ça signifie quoi D de L perpendiculaire? La longueur perpendiculaire à J surfacique. Prenez cette surface par exemple. G surfacique, il est dans ce sens-là. Voilà la longueur qui est perpendiculaire à J surfacique. Et vous voyez bien que cette longueur, c'est D de Z. C'est D de Z. D'accord? Hein, d'accord? C'est pourquoi j'ai mis ici D de Z. Mais dans le cas général, c'est D de I sur D de L perpendiculaire. Vous tracez la densité de courant surfacique et vous cherchez l'élément de longueur qui est perpendiculaire à cette densité surfacique. Et c'est cet élément de longueur qu'il faut mettre ici. Donc, calculer par exemple le champ magnétique créé par ce cube aimanté revient à calculer le champ magnétique créé par un cube parcouru par un courant surfacique donné par D de I est égal à M D de Z. Et là, ça devient un problème de magnétostatique du vide. Bien. Un petit exemple simple. Prenons un cylindre. Voilà, un cylindre qui est aimanté suivant l'axe Z, donc M suivant K. Sur la base, la normale, bien sûr, est plus K moins K. Donc, les densités de courant surfacique sur la base, c'est M, K vectoriel K, c'est 0. Et la densité de courant sur la surface latérale, la normale, c'est ER, ou bien euro. Et MK vectoriel euro, ça vous donne M suivant Oθ. Et vous voyez bien qu'un cylindre aimanté suivant K va être équivalent à une densité de courant surfacique suivant Oθ. Voilà les densités de courant surfacique suivant Oθ. Et ça signifie tout simplement qu'un cylindre aimanté parallèlement à son axe va être équivalent tout simplement à un solénoïde. Donc, calculer le champ magnétique créé par un cylindre aimanté parallèlement à son axe revient à calculer le champ créé par un solénoïde parcouru par une densité de courant surfacique M suivant Oθ. Par exemple, ici, voilà la densité de courant surfacique, d'accord? Et les suivants Oθ. Quelle est la longueur perpendiculaire à Oθ? C'est cette longueur. Et là, dans ce cas aussi, c'est D de Z. D'accord? Donc, je peux, autrement dit, c'est le courant parcouru, le champ magnétique créé par un solénoïde parcouru par un courant D de I est égal à M fois D de Z. Bien. Voilà, donc cas d'une aimantation non uniforme, dans ce cas-là, je vous donne le résultat. La densité de courant volumique, c'est rotationnel de M. Là, je vous montre juste un schéma qui explique pourquoi on devrait avoir une densité de courant volumique non nulle. Voilà, j'ai pris une aimantation toujours suivant K, qui augmente suivant l'axe Z. Donc ça veut dire le dipôle créé ici, il est plus petit que celui-là, il est plus petit que celui-là, et ainsi de suite. Et dans ce cas, vous voyez bien que ces deux courants, cette fois-ci, ne vont plus s'annuler. Parce que ce courant, il est plus grand que celui-là. Donc, je vais avoir, en plus des densités de courant surfacique, je vais avoir des densités de courant volumique. D'accord? Et leur valeur, c'est rotationnel de M. Voilà, c'est pas la peine de rentrer dans plus de détails de calcul. Donc, voilà, en conclusion, pour déterminer le champ magnétique créé par un matériau aimanté, vous avez deux méthodes. Soit on détermine le champ créé par les densités de courant équivalents, c'est-à-dire je calcule la densité de courant équivalent surfacique et volumique, et une fois que je connais les densités de courant, le problème devient un problème d'électrostatique, de magnétostatique du vide, soit je calcule le potentiel vecteur, puis je déduis le champ. Mais faites attention, cette méthode elle est surtout adaptée dans le cas où l'aimantation est uniforme. Enfin, pour manipuler tout ça, je vais terminer par un petit exercice d'application. Il s'agit de quoi? Il s'agit de déterminer le champ magnétique créé au centre d'une sphère qui est aimantée suivant l'axe OZ par les deux méthodes. Et on va voir maintenant la différence entre les deux méthodes. Première méthode à partir directement du courant d'aimantation et deuxième méthode
en calculant d'abord le potentiel vecteur. Bien. Essayons d'abord de calculer les densités de courant d'aimantation équivalentes. Vous avez une aimantation uniforme, suivant K. Puisque M est uniforme, les densités de courant volumique sont nulles tout de suite, parce que rotationnel d'un vecteur uniforme, il est nul. Pour calculer les densités de courant surfacique, il faut indiquer la normale. Donc en ce point, par exemple, la normale à une sphère, c'est bien sûr le vecteur ER. Et la densité de courant surfacique, c'est M vectoriel ER. M est le suivant K, donc ça me donne K vectoriel ER. Et pour calculer K vectoriel ER, voilà le vecteur K, et voilà le vecteur ER. Et cet angle, c'est θ. Bien sûr, vous avez ER, vous avez Eθ, pardon, il est tangent à la sphère, et Eφ, il est perpendiculaire à ER, Eθ. Vous voyez bien que K, c'est cosinus θ suivant ER, moins sinus θ suivant Eθ, et vous remplacez K par sa valeur, et vous allez trouver facilement, c'est M sinus θ suivant Eφ. Voilà. Une fois qu'on a déterminé les densités de courant surfacique, ça y est, vous oubliez maintenant les milieux aimantés, le problème devient un problème purement de calcul de champ magnétique par une densité de courant. D'accord? Et quelle est la densité de courant? C'est D de I, c'est G surfacique, c'est D de I sur D de L perpendiculaire. Et là, vous allez mieux comprendre la notion de D de L perpendiculaire. Donc voilà la densité de courant, il est suivant Eθ, suivant Φ, pardon. Et voilà l'élément de courant qui est perpendiculaire au Φ. C'est cet élément de longueur-là. Et cet élément de longueur, c'est combien? C'est R fois D de θ. C'est R fois D de θ. D'accord? C'est R fois D de θ. Et donc, D de I est égal à R D de θ. Et G surfacique, bien sûr, c'est M sinus θ fois R fois D de θ. Donc, le problème devient quoi? Je peux donner très bien cet exercice-là en première année. Vous avez une sphère qui est parcourue par une densité de courant surfacique qui est donnée par J surfacique fois RD de θ. Calculez le champ créé par cette sphère au centre. Et là, on va faire le calcul indépendamment du milieu aimanté. Donc, je répète, le problème devient exactement un problème de magnétostatique du vide. Vous avez une sphère entourée par une densité de courant surfacique et je prends chaque spire, chaque densité de courant surfacique, ou bien un élément de courant de cette densité de courant surfacique, D de I, voilà, cet élément de courant D de I, c'est G surfacique fois R D de θ. Bon, le calcul, là je vais prendre cette spire-là, donc voilà cette spire-là, d'épaisseur D de Z, voilà, d'épaisseur D de Z, et c'est ça mon élément de courant, d'épaisseur D de Z. Et je vais utiliser bien sûr le champ créé par une sphère circulaire. Donc le champ créé par une sphère circulaire de rayon R en un point O de son axe, est donné par mu0 I sur 2 fois le rayon de la spire fois sinus 3 de θ. Donc ça, nous l'avons déterminé l'année dernière. C'est un exercice que vous devrez refaire facilement en utilisant la loi de Biot-Savart. Prenez une spire parcourue par un courant I et déterminer le champ en un point de son axe. Le calcul, il est très facile. Bien, ça c'est donné. Maintenant, moi j'ai une sphère qui est parcourue partout par une densité de courant surfacique. Je vais prendre juste une spire d'épaisseur D de Z. Et c'est ça mon élément de courant qui est parcouru par un courant D de I. Parcouru par un courant D de I cette fois-ci. Le champ créé par cette spire au point O, ça sera tout simplement le même, sauf qu'à la place de I, je vais mettre D de I, sinus 3 de θ, D de fois K. Si je prends une autre spire, il va créer aussi un champ suivant K. Et toutes les spires vont créer un champ suivant K. Donc là, je peux faire directement l'intégrale. Il n'y a pas de projection à faire, parce que chaque spire crée un champ dans le même sens. D'accord? Donc le champ total... D'abord, le champ D de B, je remplace D de I par sa valeur, par M sinus θ, c'est-à-dire G surfacique, ça c'est G surfacique, fois R D de θ. Voilà, on remplace en petit r par grand R sinus θ, donc là, il faut faire attention, il nous reste un calcul très facile, l'intégrale sinus 3 de θ, θ varie entre 0 et pi, et ce calcul vous donne 2 tiers mu0 m. Bon, le calcul, je vous laisse le soin de le faire facilement.
D'accord? Puis là, le principe, c'est surtout le principe qui est important. Donc, vous avez vu que le problème, si on vous donne un système placé dans un champ magnétique, première chose, déterminer les densités de courant équivalents. Une fois que vous avez les densités de courant équivalents, le problème devient un problème de magnétostatique, c'est-à-dire utiliser la symétrie s'il y a des invariances, soit par le théorème d'Ampère, soit par le calcul direct, comme j'ai fait ici. J'ai appliqué directement le calcul direct. Et là, la symétrie, bien sûr, je peux utiliser la symétrie, mais j'ai déjà mon élément de courant crée un champ suivant l'axe OZ, d'accord? Donc, toutes les spires créent un champ dans le même sens, donc là, le problème, il est plus simple. Bien. Maintenant, je vais utiliser la méthode du potentiel vecteur. Pourquoi? Parce que j'ai le droit dans ce cas-là, parce que l'aimantation est uniforme. Donc, je peux calculer le potentiel vecteur par mu0, y0, m vectoriel j. Vous voyez maintenant l'importance de j. Je suppose la sphère chargée avec ρ égale à 1 et je calcule j par le théorème de Gauss. Ça, on l'a fait n fois. Le champ à l'intérieur d'une sphère chargée avec ρ égale à 1, c'est r suivant ER sur 3y0. À r supérieur à grand R, c'est cette expression-là. Après, il suffit de remplacer j par sa valeur ici et calculer le produit vectoriel. Et par exemple ici, vous avez mu0 sur 3, m vectoriel r. Et là, je vais introduire grand oméga, que j'appelle le moment magnétique total de la sphère, qui est 4 tiers le volume fois l'aimantation. Donc l'aimantation, moment magnétique par unité de volume. Donc le moment magnétique, c'est l'aimantation fois le volume total de la sphère. Et vous voyez bien, ça c'est le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique placé au centre de la sphère. Exactement analogue à un dipôle magnétique. Bien, une fois que vous avez le potentiel vecteur, je peux déduire bien sûr le champ par la relation B égale à rotationnelle de A. Bon, je vais faire le calcul pour R inférieur à grand R. Faites M vectoriel R, soit vous travaillez en coordonnées sphériques. Dans ce cas-là, en coordonnées cartésiennes, c'est encore plus simple, parce que M est suivant K. R, c'est xi plus yj plus zk. Faites le produit vectoriel, ça vous donne ce vecteur-là. Et faites rotationnel de ce vecteur en coordonnées cartésiennes, et vous allez trouver très très facilement que B égale à 2 tiers mu0 m. Donc voilà un exemple d'application où j'ai essayé de calculer le champ magnétique créé par un système aimanté par les deux méthodes, soit à partir du courant d'aimantation, soit à partir du potentiel vecteur. Et souvent, on va dans des systèmes où la symétrie est importante, par exemple solenoïde, on peut appliquer le théorème d'Ampère, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre en résumé? Que lorsqu'on place la matière dans un champ magnétique, elle s'aimante. Ça veut dire quoi s'aimante? Ça veut dire qu'elle apparaît des dipôles magnétiques au sein de la matière. Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va comprendre l'origine de ces dipôles magnétiques. Ensuite, on a défini d'abord ce que c'est qu'un dipôle magnétique, comment il se comporte dans un champ magnétique. Ensuite, on a introduit la notion de vecteur aimantation, qui est tout simplement la densité de ces dipôles magnétiques par unité de volume. Et on a essayé de calculer le champ magnétique créé par la matière aimantée, soit directement à partir des densités de courant équivalents, soit à partir du potentiel vecteur, dans le cas où l'aimantation est uniforme. Donc voilà, dans la deuxième partie donc, de ce chapitre, on va comprendre l'origine du moment magnétique dans la matière. Ensuite, on va définir les différents types d'aimantation. D'accord? Quels sont les différents types de matière aimantée qu'il existe? On va voir qu'il y en a 3 types de milieux magnétiques. Et on va définir les équations locales vérifiées par le champ magnétique en présence des courants d'aimantation. Donc voilà, à bientôt pour la suite. J'attends bien sûr toujours vos commentaires, ils sont les bienvenus, ainsi que vos questions.